Voilà, donc je vais commencer maintenant la formation. Il y aura différentes parties. La première partie que je vais expliquer, c'est en fait déjà là, au niveau de la sécurité du logiciel. Ici, je suis sur la version web de Topaz. Il y a deux versions. Il y a une version web et une version locale. En fonction de la version que vous utilisez, vous serez de toute façon toujours avec un niveau de sécurité très très haut. Nous avons fait tous les développements sur un HTTPS, donc ça veut dire que le canal est sécurisé, mais lors de la création de votre compte, chacun reçoit un petit fichier clé qui va crypter les informations. Donc les informations qui vont passer par le canal seront aussi cryptées, ce qui nous permet de vous garantir un haut niveau de sécurité pour Topaz. Par rapport à la sécurité aussi, donc nous vous demandons de ne pas distribuer vos clés et vos mots de passe à vos collègues, puisque va dire chaque fois que si vous le faites, c'est en votre nom et avec tout le système que nous avons garanti de la sécurité. Si vous transférez votre clé et votre mot de passe à un autre collègue, cette confidentialité nous ne pouvons plus la garantir. Donc c'est vraiment de votre responsabilité de ne pas transférer vos données à un autre collègue. Sur l'écran d'accueil de Topaz, donc après avoir mis, et je vais vite ouvrir une autre page ici, donc vos différentes informations sur la page d'accueil, votre nom, votre mot de passe, vous cliquez sur Connexion et vous tombez sur le tableau de bord. Le tableau de bord est dynamique, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre dans votre tableau de bord. Ici, nous avons un tableau de bord qu'on va appeler un petit peu médecin, avec les patients qui ont récemment été vus par cette personne, les rendez-vous de la journée. L'agenda est lié l'agenda de Microno est lié dans Topaz, mais ici dans ma version à moi, je ne peux pas vous le montrer, surtout que ce n'est pas non plus l'objet de la présentation pour l'instant. Tous les résultats labo qui sont rentrés et au niveau de tout ce qui est planifié à faire pour le médecin dans la journée ou les journées qui arrivent. Ceci donc est une vue avec différents widgets. Vous pouvez déplacer les widgets assez rapidement avec une édition de layout. Donc chaque fois que vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'avoir un autre layout et vous pouvez aussi rajouter ou retirer différents widgets qui seront proposés au fur et à mesure. Lorsque je veux voir un patient, je clique sur le patient, n'importe où sur son nom, dans l'agenda, dans les écrans des widgets. Quand vous cliquez sur le nom du patient, ça ouvre automatiquement le patient. Pour voir les données administratives, si vous ne les voyez pas directement apparaître ici, il faut cliquer sur la petite icône d'image. Historiquement, si vous aviez, lors de votre migration, avant votre migration, vous aviez les photos d'identité des personnes dans votre logiciel, et bien la photo du patient va être reprise ici dans la petite icône. C'est petit, mais ça vous permet quand même de pouvoir voir les différents patients dans le logiciel. Lorsqu'on a cliqué sur cette icône-ci pour voir les données administratives du patient, vous ouvrez en fait 4 onglets. L'onglet fichier administratif, personne de contact, équipe de soins ou timeline. Ici, j'ai pris un patient rempli d'avance pour un petit peu voir les différents écrans. Nous créerons succinctement tantôt un patient vide afin de voir les différents champs. Donc, lorsque vous encodez un nouveau patient, donc on vous propose de mettre le nom, prénom, date de naissance et le numéro national. Après la création du patient, les champs que vous avez préalablement remplis arriveront dans les différents champs. Ensuite, il faut commencer à remplir les autres champs. Donc, ce sont soit des champs libres où vous indiquez vous-même les différentes informations, soit ce sont des champs avec des listes et en cliquant sur la petite flèche, vous avez la possibilité de faire varier les différentes valeurs. Donc, si c'est toujours les mêmes personnes qui remplissent les différentes listes, enfin les différents champs, essayez d'avoir des accords entre vous pour toujours avoir la même structure d'information. Ici, je vois le champ travail. Nous n'avons pas une liste pour les différents types de travail qui sont possibles. Donc, si vous désirez que l'information soit toujours structurée de la même manière, convenez entre vous dans votre centre de santé, maison médicale, ben voilà, nous allons faire que la distinction employé, ouvrier et fonctionnaire, par exemple, ou ben voilà, tu mets toute la fonction de la personne, c'est vous qui décidez de comment vous voulez structurer les champs libres qui sont un petit peu ouverts. Style travail, par contre, lieu de naissance, il n'y a pas à discuter, on mettra toujours le lieu de naissance comme soit indiqué sur la carte d'identité, soit ben voilà, vous l'encodez vous-même manuellement, il n'y a pas une liste là derrière.
Mais voilà, il faut décider entre vous des différentes paramètres des champs qui sont libres, type travail. Nationalité, vous avez ici la possibilité de choisir dans une liste les différentes nationalités. Par rapport aux langues, vous voyez que pour le français, j'ai un encart orange autour, donc je vais rajouter anglais. Voilà, anglais se propose, donc il est orange, il commence orange, j'ai une ligne unique ici en dessous qui est bleutée, je clique sur Enter une fois, une deuxième fois, donc 2 fois d'affilée, une fois pour sélectionner, une fois pour sortir du champ, et voilà, le logiciel a enregistré le fait que, le patient avait une deuxième langue. Vous voyez ici sauver qui apparaît assez fréquemment. Il y a très peu de boutons sauver dans l'application Topaz, que ce soit en local ou web, il y a très peu de boutons sauver. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait quand il y a une variation de champ, quand vous êtes sorti du champ, quand vous avez en fait un nouvel encodage. Donc, on a mis en arrière-plan une sauvegarde automatique des différentes informations que vous mettez. Si le logiciel venait à s'arrêter net, je ne sais pas pour quelle raison, eh ben, vous avez jusqu'à vous avez juste perdu X secondes d'informations dans le logiciel. Ce n'est pas comme dans les logiciels préexistants où il fallait cliquer sur un bouton sauver et si ça se coupait, vous étiez au bout de votre page et vous n'aviez pas encore cliqué sur le bouton sauver et vous avez perdu toute votre page. Ici, c'est à quelques secondes après modification. Donc là, je ne fais aucune modification et ben voilà, on ne voit pas le bouton sauver qui apparaît fréquemment. Mais dès que je fais une modification, le logiciel va lui-même faire une sauvegarde de l'information nouvellement enregistrée. Vous avez ici, la partie suivante, c'est assurance. Donc assurance, c'est tout ce qui est en liaison avec MyCareNet et les mutualités. Ce sont les différents changements de mutualité du patient au niveau des mutuelles. Quand je dis les différents changements incluent changement de mutuelle, changement de code titulaire, changement, si la personne est au forfait, dans une autre maison médicale, changement de maison médicale. S'il y a ce type de changement-là dans le patient, automatiquement, le logiciel va aller vérifier à chaque ouverture de patient les nouvelles informations. Et si elles sont différentes du précédent record, de la précédente sauvegarde d'informations, eh ben, le logiciel va automatiquement rajouter une ligne ici. Voilà, et assurance de telle date à telle date. Ce sont ces valeurs-ci que l'application va utiliser pour la facturation au forfait ou pour la facturation à l'acte. Et puis voilà, il y a un changement sur celle-ci, il ouvre une nouvelle fenêtre spécifiquement pour ça. Si maintenant vous voulez aller vérifier l'assurabilité du patient, parce que vous avez mis le numéro national du patient plus tard dans l'application, donc pas à la création, mais voilà, vous ne l'aviez pas lors de la création du nouveau patient, et vous avez maintenant son numéro national, vous l'indiquez dans la page ici au-dessus, donc ici au niveau numéro national, ici, et vous pouvez alors à ce moment-là cliquer sur la petite icône assurance et vous allez pouvoir vérifier l'assurabilité du patient à ce moment-là. Si vous voyez, si c'est la toute première fois que vous mettez le numéro national, vous cliquez sur import data et cette ligne va alors se créer automatiquement. Et sinon, tout se fait en arrière-plan. C'est un changement, le médecin va dans le patient, l'infi va dans le patient, l'accueil va dans le patient. C'est toujours, on va les demander, tiens, y a-t-il un update des informations de mutuelle du patient à la date d'aujourd'hui? Si c'est le cas, une nouvelle ligne est créée et est enregistrée dans le logiciel. Mais ici, dans le patient qui a été créé, nous avons beaucoup de changements, c'était le patient en test, mais ça me permet aussi de revenir sur la dernière partie qui est ici adresse, qui vous permet donc de rajouter des adresses. L'information que je tiens à donner ici, c'est par rapport à type. Donc, le type est toujours obligatoire. Si vous désirez sauver la zone adresse, le type est obligatoire. Ne pas mettre de type et ensuite mettre l'adresse et numéro et autres. Le sauver va sûrement apparaître parce qu'il va dire que vous avez fait un changement, mais il faut absolument que vous choisissiez un des types d'informations qui se trouvent dans cette colonne-ci. À chaque adresse peut être lié plusieurs types de télécom aussi. Donc,
pour avoir accès à la zone télécom, une adresse est obligatoire. Et ici aussi, vous devez choisir entre quel type de télécom vous désirez lier à cette adresse. Un portable, un téléphone, un email, un Skype, c'est vous qui décidez, mais aussi ici, le type est obligatoire pour l'ajout d'une adresse et d'un télécom dans le patient. La dernière partie, c'est maison médicale. C'est dans cette zone-ci que vous allez pouvoir choisir dans la liste des maisons médicales. Je vais voir ici ce que j'ai dans ma liste à moi. Voilà. Nous avons une liste préétablie des maisons médicales qui travaillent avec Topaz. Vous la sélectionnez et vous dites, ben voilà, vous devez choisir vous-même votre maison médicale et vous donnez de quelle date à quelle date en tout cas à quelle date commence la souscription dans la maison médicale. Et vous pouvez aussi faire varier les différents services qui sont disponibles pour le patient. Admettons que votre maison est MKI, donc vous gérez, pour les patients sont gérés par des médecins, des kinés et des infis, mais que le patient est en home, et donc voilà, vous ne fournissez pas à ce patient qui est au forfait, cette information est vraiment valable pour le forfait surtout, donc le patient est au forfait, mais voilà, vous n'allez pas fournir le kiné, parce que c'est le kiné du home qui s'occupe du patient, mais voilà, alors vous décochez que le patient a une souscription au physiothérapeute pour le kiné. Même chose pour un FI. Voilà, c'est vraiment pour ce cas-là que les 3 valeurs ici derrière sont proposées. Ensuite, l'écran suivant, c'est personne de contact. Dans cet écran, vous avez la possibilité d'encoder les personnes qui vous aident à, je vais dire, gérer le patient dans son quotidien. Ce ne sont pas donc les prestataires de soins médicales, paramédicales ou administratives de la maison médicale, ce sont des personnes externes. La famille, des tuteurs, des personnes du CPAS, d'autres institutions sont gestionnaires de biens. C'est à ce niveau-ci que vous allez pouvoir indiquer les différentes personnes. Toujours de la même manière, l'information générale pour la personne pour savoir qui c'est, et puis on a l'ajout de l'adresse et de la partie télécom qui est aussi disponible. Voilà, ici télécom, voilà, et c'est sur la même manière que ce qu'on a vu là tout de suite par rapport au patient, c'est j'ai l'adresse et à adresse est relié plusieurs téléphones, un Skype, plusieurs adresses mail pour pouvoir avoir une globalisation de cette personne de contact là a son travail à ce niveau-ci, habite à tel endroit, et le téléphone pour le travail, c'est celui-ci, le téléphone pour la maison, c'est celui-là. Ça vous permet vraiment de faire une globalisation. Un patient a plusieurs adresses, et sous cette adresse, plusieurs moyens de communication avec lui. Voilà. Ici aussi, c'est toujours du sauver automatique. Comme vous le voyez, vous ne voyez aucun bouton sur cette page-ci qui vous confirme de devoir faire un enregistrement. Nous en avons placé dans des écrans, dans d'autres écrans pour être sûr des écrans qui chargent beaucoup d'informations différentes. Mais ici, comme l'écran est léger en informations, c'est le sauver automatique qui gère ça. Équipe de soins. Au sein de votre maison médicale, vous pouvez voir ici dans équipe de soins qui voit le patient, qui peut modifier, ajouter des informations dans ce patient. Si la personne n'est pas dans la liste ici, eh bien, vous ne pouvez pas voir le patient. Le plus important est de toujours avoir dans la liste de l'équipe de soins la maison médicale en elle-même, ce qui vous permet je crée le patient en tant qu'accueil pour la première fois. Je vais tout de suite faire la délégation du patient à la maison médicale. Les médecins, les infis, les kinés faisant partie du groupe maison médicale, faisant partie de ce groupe-là, d'office vont la minute d'après, la seconde d'après, avoir aussi accès aux patients. Il ne faut pas commencer à sélectionner séparément chaque nom de personne. C'est vraiment, si vous avez dans votre liste ici la maison médicale, tout le monde de la maison médicale peut voir l'information du patient directement, sans aucun autre changement. Prestataire de soins externes, c'est la liste des personnes qui historiquement vous ont envoyé un document, qui vous ont contacté via la Yellsbox. Et donc chaque fois qu'il y a un update qui est fait, cette liste des prestataires de soins externes est mise à jour. Comme ça, vous voyez qui
qui vous a aidé à gérer ce patient, mais de prestataires qui ne sont pas directement dans la maison médicale. Timeline, là je fais déjà un tout petit lien vers la facturation, qu'elle soit à l'acte ou au forfait. C'est dans cet écran-ci que vous allez voir tout ce qui a été envoyé vers MyCareNet pour les mutualités. Ce sera vraiment un historique de facturation pour ce patient, de voilà dans quel run, dans quel batch de facturation ou de liste le patient a été nommé. Et si maintenant il y a un arrêt de la facturation pour une raison X ou Y, vous allez aussi voir dans cette timeline, dans le futur, voilà, tel mois n'a pas été facturé et vous allez savoir la raison. S'il est en suspension à la mutuelle, voilà, tout ça sera repris ici dans cet écran ici. Je fais encore un tout petit lien vers la facturation. Admettons que le dossier administratif au niveau de la mutuelle se met en ordre pour des mois précédents. Le logiciel sait que grâce à toute l'information qu'il y a ici sur l'écran, le logiciel sait que ce mois de décembre n'a pas été facturé parce qu'il était en suspension à la mutuelle. Il est réouvert, on reçoit cette information-là lors des updates de MyCareNet. Le logiciel, à la facturation suivante, va automatiquement renvoyer les listes qui n'avaient pas été, les lignes qui n'avaient pas été envoyées par le logiciel. Alors, la partie suivante, pour parcourir le module, le process de facturation, de faire des prestations, de lier des codinamies à la consultation que vous venez d'avoir, je vais passer quelques secondes sur l'écran médecin pour montrer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on rajoute des lignes. Mais attention, cette information est valable pour les maisons, sûrement pour les maisons médicales à l'acte, puisque finalement à la fin de chaque consultation, on doit créer l'état de prestation de la consultation qu'on vient d'avoir. Mais la manière de travailler est identique aussi pour les maisons médicales au forfait, puisque vous avez les actes techniques. Les actes techniques étant hors forfait, le module pour établir la liste de ces prestations hors forfait doit être créé de la même manière qu'on crée une simple prestation 10-10 ou un 10-10-76, un 10-10-32. C'est exactement de la même manière que ça doit être fait. Donc, je vais je vais ouvrir à nouveau une nouvelle facturation. Voilà. Donc je clique ici sur facturation. Je peux déjà voir tout ce qui a été historiquement facturé pour ce patient dans la liste ici sur le côté. Et ici, je vais donc pour aujourd'hui vous montrer comment ça fonctionne. De base, je fais une explication aussi sur cet écran. Le logiciel va proposer lui-même ce qui est, selon l'information qu'il a reçue de MyCareNet, le plus adéquat, le plus en phase avec la situation du patient au niveau de la mutuelle, en faisant attention aussi au principe de il est au forfait ou non dans votre maison médicale. Donc ici, le patient est en ordre de mutuelle, il n'y a pas d'informations spécifiques. Le logiciel propose automatiquement une IA-test en disant là, le patient va payer 100% de sa consultation et automatiquement, il va être remboursé de la partie mutuelle sur son compte dans les 3 jours par la mutuelle. Vous pouvez faire varier cette information-ci en choisissant IFAC, Mediprima ou papier. Si voilà, vous décidez quand même de faire une attestation sur le côté en format papier, vous choisissez papier et vous la faites. Mais là, c'est plus au niveau statistique. Encoder tout de même les codes que vous allez mettre sur votre attestation afin que le logiciel garde bien en mémoire dans sa base de données l'information que vous avez mis au format écrit. Donc je vais rester ici sur IA-test. Je vais prendre IFAC quelques secondes, mais plus pour vous montrer aussi autre chose. Donc si je choisis IFAC, c'est tout de suite transformé vers le type de facturation, c'est vers la mutuelle, mais dans un canal spécifique différent de IA-test. Patient ou autre organisme. Si votre patient est géré par un CPS ou un administrateur de biens, c'est ici que vous allez pouvoir dire, la différence de la facture que le patient ne sait pas payer, c'est le CPS qui va la payer, donc je le note ici, autre organisme, et l'autre organisme est en fait une des personnes de contact au niveau de la fiche signalétique administrative du patient.
Ça vous permettra vraiment de faire des listes plus tard dans le logiciel, de dire voilà, montre-moi tout ce qui doit être facturé pour tel patient à son administrateur de biens ou de tous mes patients qui sont au CPAS 2 et d'avoir la liste pour le mois X ou Y de toutes les prestations qui sont à envoyer et à être payées par le CPAS. Alors, je me remets en IATES, mais purement de principe. Voilà, patient. J'ai donc ici, voilà, ici deux manières de travailler. Soit je note ici 10-10-76, 10-10-76 qui va me permettre d'avoir la liste qui là à l'instant n'apparaît pas encore. Donc c'est soit je note le code 10-10-76 et la ligne ici n'apparaît pas mais devrait apparaître avec la codification qui a été choisie. Soit je peux aussi noter, ah ben voilà, ici ça a mis un tout petit peu de temps, voilà, ici quand j'ai noté frottis, il a mis les différentes possibilités et une fois que c'est choisi, je clique sur le plus et la ligne va venir apparaître ici. Voilà. Donc ça c'est ce qui va être mis sur l'attestation. Je peux vérifier le e-tarif pour savoir exactement quel est le montant à payer par le patient et lequel montant va être remboursé par la mutualité. Je ne sais pas si j'ai une connexion correcte pour pouvoir faire la vérification. On va admettre que non, comme ça je continue mon explicatif. Et après la validation du e-tarif, je clique sur justificatif et créer. Là apparaît le moyen de paiement utilisé par le patient pour payer sa consultation. Vous avez plusieurs choix. Soit virement, espèce, carte de débit, carte de crédit, ce qui vous permet vraiment de dire, ben voilà, il m'a payé tel montant pour ma consultation. C'est cette partie-ci aussi qui aide les maisons médicales à l'acte, donc par rapport à comment le paiement a été fait, pour pouvoir dire, ben voilà, le médecin a déjà reçu tel montant en espèces, donc ben voilà, par rapport à ses prestations du mois 2, il ne faut plus lui payer que tel montant, parce qu'il est arrivé d'une autre manière, qu'il est arrivé sur le compte, donc il faut lui rétribuer. C'est vraiment cette information-ci qui doit être encodée correctement de la part des médecins lors de la création de leur état de prestation, afin d'être sûr de récupérer les bons montants à la fin du mois pour leurs différentes prestations. Ici, dans le module que j'utilise, je ne sais pas créer le justificatif, mais apparaît après avoir cliqué sur le justificatif et d'avoir encodé le montant, un justificatif double page apparaît en bas à gauche. Donc c'est un PDF à 2 pages, une page pour le patient qu'il faut lui imprimer et lui donner pour justifier ben voilà, qu'on a bien reçu un certain montant de sa part et qu'en son nom, nous allons demander un certain montant à la mutuelle. La deuxième partie, qui est pour vous, c'est votre décision à vous de l'imprimer ou non. C'est une décision que vous devez prendre au sein de votre maison, de votre centre, de votre maison médicale, de voilà, nous imprimons ou nous n'imprimons pas les justificatifs médecins. C'est peut-être dans un premier temps pour un petit peu voir si tout est suivi correctement de la part de la personne qui fait la facturation, imprimez-les ou non. Mais voilà, la deuxième partie est non obligatoire. Celle du patient, légalement, il est censé avoir cette impression de document et qu'il soit en possession puisqu'on a demandé, on a reçu de l'argent et on en redemande une partie à la mutuelle en son nom. Voilà, donc ici, ce que je viens d'expliquer, c'est donc pour tous les états de prestation pour les maisons médicales à l'acte ou pour les centres qui travaillent à l'acte. Pour le forfait, vous n'encodez ici que les actes techniques qui sont hors forfait. Parce que dire un 10-10-76, il est inclus dans le forfait, donc il ne faut pas venir créer cette ligne. Ça n'a pas de plus-value puisqu'elle ne va pas être prise en charge par le logiciel de facturation des prestations à l'acte, puisqu'il ne va faire le choix que des prestations hors des actes hors forfait. Une fois que l'état de prestation est fini, je vais dans Messages, ensuite Facturation. Étant donné que je ne sais être d'une maison médicale d'un certain type à la fois, donc ici c'est une maison médicale de type à l'acte qui est ouverte, et donc j'ai ici un seul type de facturation. Pour les maisons médicales au forfait, vous aurez le même visuel ici
globalement le même visuel. La seule chose qui est remarquée, facturation au forfait ici à côté, et qu'il y aura d'autres options qui seront développées. Comme j'ai devant moi les entrées par rapport à la facturation à l'acte, je vais les expliquer maintenant. Donc, vous avez ici, aujourd'hui, voilà, j'ai une prestation à pouvoir envoyer, donc elle est dans l'icône à envoyer. Vous avez des tas de prestations. MyCareNet, c'est pas nous, c'est pas Topaz, c'est MyCareNet demande de ne faire qu'un seul envoi de prestations par jour, par prestataire. Donc, si le prestataire s'arrête à 15 heures, on n'envoie pas ses prestations à 15 heures une. Il pourrait revenir pour des raisons X ou Y. On fait tous les prestataires de soins, soit le soir en disant voilà, tout le monde est parti, je le fais, soit à la première heure du matin, vous arrivez et vous envoyez tous les états de prestation de la veille. Comme ça, vous êtes sûr que même si un médecin a travaillé plus tard, il sera facturé rapidement. Tous les matins, vous facturez toutes les prestations de la veille des entrées qui ont été faites. Alors, ici, je n'en ai qu'une. Je cliquerai ici sur envoyer. Je ne vais pas le faire puisque mon programme n'est pas lié. Je clique sur envoyer et automatiquement, toutes les lignes qui sont ici dans mon visuel vont être envoyées vers MyCareNet. À partir de ce moment-là, vous voyez, ces prestations vont arriver en cours et vous allez voir ce qui est encore en attente d'accord ou de refus de la part des mutualités. Si les mutualités ont 15 jours après votre premier envoi, elles ont 15 jours pour vous répondre. C'est une obligation légale, elles ont 15 jours pour vous répondre. Si elles n'ont pas hypothétiquement répondu dans les 15 jours, la prestation est automatiquement acceptée. C'est une information, mais pour l'instant, dans notre test, nous n'avons jamais eu ce cas de figure. Ils répondent toujours dans les 15 jours, surtout si les patients sont bien complets du côté de Topaz et informés correctement au niveau de MyCareNet et de la mutualité. Vous avez des accords dans les 2-3 heures après l'envoi. Deux possibilités après réception de l'information des mutualités. Soit elle passe dans accepter, qui sera dans l'icône ici, et vous voyez toutes les lignes qui ont été acceptées par la mutuelle. Une des colonnes sera le montant qui a été accepté et payé. C'est là, comme notre logiciel n'est pas encore relié à un logiciel de facturation, c'est à vous d'aller voir vos états vos bordereaux de paiement et de dire ah voilà, telle facture a été payée par la mutuelle. Ok, je viens noter ici oui, c'est payé. Et une fois que vous avez rentré toutes les lignes, elles passeront automatiquement en archivé. Donc en cours, elles passent en accepté. Vous notez que le montant a été bien reçu sur le compte et ensuite elle passe en archivé. Ça, c'est pour le meilleur des cas quand c'est accepté directement et que vous recevez l'argent. Vous avez une autre possibilité, c'est la prestation est rejetée par la mutuelle. Vous avez alors ici dans la liste les différentes informations rejetées et que vous devez, qui sont aussi ici dans « À corriger ». Là, vous recliquez sur la prestation que vous aviez historiquement créée et vous avez un encart supplémentaire rouge qui vous indique pourquoi la prestation est refusée. Je vais prendre le concept de l'entonnoir. Donc, la faute la plus globale, c'est voilà, dans tout l'envoi que vous avez fait sur la journée précédente, il y a plus de 5% des fautes, de fautes dans l'envoi. Et ça peut être de toutes les fautes que je vais citer maintenant. Mais dès qu'il y a plus que 5% des fautes, la facture complète est refusée. Un niveau plus bas, voilà, le patient est finalement est suspendu au niveau de la mutuelle, donc voilà, on ne peut pas le facturer. Il y a eu un changement, il a changé de maison médicale, donc on ne peut pas facturer. Il n'a pas payé sa cotisation, donc voilà, la mutuelle n'accepte pas de. Et en fait, sur chaque ligne qui est à corriger, vous devez, avec l'aide de la mutuelle, décider de qu'est-ce que vous faites des différentes lignes. Ça, c'est le niveau inférieur. Et ensuite, le niveau le plus précis, c'est voilà, le médecin a encodé un code de prestation qui n'est pas accepté par la mutuelle pour une raison X ou Y, parce que déjà facturé sur le mois, parce que le patient n'a pas droit à ce type d'acte et des choses comme ça. Voilà, donc là, il faut décider
avec la mutualité, voilà, je le recodifie, j'annule la ligne historique et je recrée une nouvelle ligne avec un autre code qui va, lui, être accepté par la mutualité, ou alors voilà, je retire la ligne en disant, ok, mais si vous ne l'acceptez pas, moi, le reste de la facture doit passer et je préfère garder une ligne que finalement ne rien recevoir de l'état de prestation que je vous ai envoyé sur la facture numéro un tel. Donc, c'est au cas par cas, il va falloir décider de qu'est-ce que vous faites avec les lignes qui sont rejetées. D'après l'écho qu'on a et l'historique que nous avons au niveau des maisons médicales qui utilisent déjà ce concept de système de facturation à l'acte de e-fac électronique, on a très peu de rejetés et de lignes à corriger. Et en plus de ça, dans Topaz, il y a une vérification quasi permanente à l'ouverture des dossiers de l'assurabilité des patients. Le type de problème ne peut plus être des inconcordances entre les niveaux d'information des mutualités, qu'il a changé. Tout ça est suivi automatiquement par MyCareNet et nous est renvoyé. On tombe assez fréquemment, par rapport aux problèmes qui sont à corriger, des lignes qui ne sont pas acceptées, des codes dynamiques qui ne sont pas acceptés par la mutuelle, mais c'est à vous à voir pourquoi, donc c'est indiqué clairement dans le champ rouge, voilà pourquoi il est refusé, ou le type de refus qui est indiqué doit être performé de votre côté. Ça, c'est pour les facturations à l'acte, et je vais encore juste compléter, donc à l'acte et acte technique pour les maisons médicales au forfait, et je vais encore juste compléter par rapport au délai de correction. Une fois que la ligne vous revient et se retrouve dans « à corriger », vous avez 2 mois pour corriger la ligne. Pourquoi 2 mois? Parce qu'en fait, au niveau papier, on a 2 ans, mais bon, je suppose que là, l'État qui a fait la législation a pris en considération le concept de la poste, le concept du courrier, de la création du courrier et tout ça. Ici, on est dans un logiciel centralisé et lié à la database de MyCareNet. Mais finalement, voilà, ils ont réduit le délai de 2 ans à 2 mois. Donc vous avez 2 mois. Pour chaque ligne qui se trouve dans la zone à corriger, vous avez 2 mois pour corriger chaque état de prestation. Attention, chaque état de prestation, chaque fois que vous allez corriger une ligne, ça crée une nouvelle facture. Et en fait, le délai reprend. On n'est pas, si ça prend plus de temps que 2 mois, c'est voilà, faites quelque chose avec les lignes qui sont refusées et le délai reprend à chaque fois qu'il y a de nouvelles communications par rapport à la facture qui a été refusée par la mutuelle. Mais n'oubliez pas, vous avez 2 mois à la date à laquelle la ligne revient ici. Vous avez 2 mois pour trouver une solution pour cette ligne-là le plus rapidement possible. Ça, c'était par rapport à la facturation à l'acte et les actes techniques pour les maisons médicales au forfait. Par rapport aux maisons médicales au forfait, donc j'aurai ici donc facturation forfait. Quand je cliquerai dessus, les icônes seront un tout petit peu identiques et vous aurez une information supplémentaire. Vous aurez en fait sur un écran ici principal, création de la liste et facturation. Nous n'appelons plus le jour 3 ou le jour 25. Pourquoi? Parce que finalement, on va dire, comme tout est quasi automatique, full automatique, que ce soit vous le fassiez le jour 2, le jour 3 ou le jour 5, il n'y a pas trop d'importance. L'information est toujours valable et vérifiée en continu. Donc, vous créez la liste dans la période dans laquelle elle doit être faite et vous, donc aux alentours du 3 du mois, et vous créez la facturation aux alentours du 25, mais il n'y a plus toute cette période de vérification, d'attente qui nous obligeait historiquement à le faire toujours le 25 parce qu'on savait que les systèmes prenaient le temps de vérification. Ici, c'est online, c'est live, donc voilà, vous cliquez aux alentours du 3 et aux alentours du 25, et nous appelons ça maintenant la création de la liste pour l'envoi des différents ajouts, des différentes sorties, des différentes modifications des patients dans les maisons médicales au forfait. Et par rapport à la facturation, je reprends un petit peu ce que j'ai dit là tout de suite. Donc le logiciel va automatiquement choisir tous les patients qui sont actifs pour le mois qui va être facturé, plus tout ce qui a été performé par les modifications au niveau de la mutuelle. Donc quelqu'un qui a été suspendu pendant 3 mois de juillet à septembre et on facture le mois de décembre et on a reçu un accord pour facturer ces 3 mois historiques, le logiciel automatiquement va aller les récupérer. Vous ne devez pas aller faire des actions de dire attention, celui-là je change des dates. Tout ça est connu par le logiciel et ça va être ajouté automatiquement
dans l'état de prestation, dans l'état de facturation de Topaz après avoir cliqué sur le bouton facturation. À chaque fois que vous créez une liste ou que vous créez une facture, le logiciel va la sauvegarder automatiquement dans Topaz. Et si vous devez, pour une raison X ou Y, recréer une facturation, le logiciel va créer un nouvel état de prestation. Mais vous aurez toujours accès à celle qui a été envoyée historiquement par Topaz. Donc, voilà, création des listes. Vous avez aussi la possibilité, comme on est toujours sur les manières de facturer actuelles du forfait, donc c'est-à-dire les envois papier, vers les différentes mutuelles, les différents documents, le CD-ROM, tout ça reste dans le logiciel et est créé aujourd'hui, ce qu'on devrait appeler l'ancienne manière, mais bon, c'est la manière actuelle. Dans le futur, dès que le cahier de charge est terminé de l'INAMI, des mutuelles, de MyKernet et tout ça par rapport à la facturation du e-forfait, nous programmerons le e-forfait aussi dans Topaz. Mais pour l'instant, étant donné que les conditions ne sont pas encore claires sur comment la facturation du e-forfait doit être faite, nous avons programmé dans Topaz cette manière de facturer actuelle. Alors maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est la recherche d'un patient et la création d'un nouveau. Donc, pour rechercher un patient, vous cliquez sur patient ici et vous notez une partie de son minimum de lettres. Comme je ne sais pas trop qui j'ai dans ma database, je vais vite regarder ici. Voilà, donc minimum de lettres. Et alors vous avez soit une recherche sur le nom, le prénom, mais aussi sur la date de naissance. Donc toutes les informations qui sont ici dans la ligne sont automatiquement rentrent dans le module de recherche. Et donc en cliquant dessus, vous ouvrez le patient et là, comme j'ai dit là tout de suite, cliquez sur la petite icône et là vous tombez sur la partie administrative de votre patient. Je reviens sur patient et différents boutons. Nouveau patient. En mettant nom, prénom, date de naissance, numéro national et genre, vous avez déjà la possibilité de automatiquement envoyer le patient vers une consultation. Donc dans le cadre d'une consultation en urgence, on ne vous demande pas d'encoder un dossier complet, plein d'informations. Nom, prénom, date de naissance sont suffisantes. Pour une vérification de l'assurabilité, si vous avez le temps, notez le numéro national à ce moment-là dans la création du nouveau patient. Mais sinon, ben voilà, vous pouvez le mettre après et pour vérifier l'assurabilité, ben voilà, vous cliquerez sur le bouton assurabilité en haut à gauche près de l'icône patient pour voir voilà, quelles sont les données administratives que je peux récupérer chez MyKernet. Un patient qui n'a pas ce genre d'informations, ben c'est pas grave, vous devez juste le savoir qu'il n'est pas nécessaire dans tous les cas d'avoir le numéro national, mais pour une gestion au forfait, une gestion de la refacturation vers MyKernet, une vérification pour les médecins des documents disponibles sur le hub, sur le RSW, le RSB, le numéro national est la clé qui permet de passer dans les différents systèmes. Sans cette clé-là du numéro national, certains systèmes ne vous seront pas accessibles pour faire une vérification online de l'information. En cliquant sur le bouton « Créer », vous créez le patient, que je ne vais pas faire pour l'instant, vous créez le patient avec l'information que vous avez notée dans le patient ici. Vous avez aussi abonnement à la maison médicale, vérifiez bien l'information que vous avez ici et si c'est quelqu'un qui va vous inscrire mais qui va être en home, je crois que la situation est un petit peu drôle mais c'est pas grave, vous pouvez cocher ou décocher les différents services qui sont proposés aux patients. Vous avez aussi la possibilité d'encoder une période d'évaluation très importante par rapport à la facturation du forfait, puisque vous avez, dans le cadre de la gestion du forfait, la possibilité de facturer à l'acte jusqu'à 3 mois après l'inscription du patient à la maison médicale. Je n'ai pas encore dit au forfait, mais c'est à la maison médicale. C'est une possibilité qui vous est laissée pour que le patient puisse un petit peu voir le concept de maison médicale, des services qui lui sont proposés, mais pendant 3 mois, ce seront les fois où il va venir en consultation. Vous pouvez dire au système de ne pas prendre l'inscription au forfait du patient parce que voilà, vous lui avez proposé
proposer 1 mois, 2 mois, 3 mois de tests, donc de facturation à l'acte pour les patients. Ici, début du forfait, voilà, si vous ne mettez pas de période d'évaluation, eh ben en fait, voilà, le forfait arrivera toujours le premier du mois d'après. Donc les prestations du mois courant, donc ici on est le 18, les prestations du mois courant, mais voilà, vous devrez les facturer de toute façon au forfait jusqu'à ce que le forfait soit pris en charge, soit officialisé au niveau de la mutuelle. Voilà, donc passez toujours bien les 2 onglets. Une fois que ceci est vérifié, vous cliquez sur créer pour être sûr d'avoir l'information la plus complète pour le patient. Si vous ne prenez pas le temps parce que c'est une urgence, cet écran-ci est amplement suffisant pour créer le patient. Vous devrez juste après performer l'information plus loin dans la fiche signalétique complète du patient. Alors, partager des patients. Comme j'ai expliqué là tout de suite, ben voilà, si vous avez informé que chaque patient devait rentrer dans le groupe maison médicale, il n'est pas nécessaire de les distribuer, de donner les droits d'accès par prestataire, mais vous pourriez quand même dire voilà, un nouveau prestataire vient d'arriver, il n'est pas encore dans la database, vous pouvez alors partager les patients séparément, on va dire attention, toi je te le donne, toi je te le donne pas. Il y a moyen vraiment de partager les patients avec des personnes utilisant Topaz au sein de la maison médicale ou aussi des personnes utilisant Topaz hors de la maison médicale. Il est possible, puisque vous avez accès via le numéro INAMI et autres des différents autres prestataires, de transférer un patient d'une maison médicale vers une autre. Et l'avantage de Topaz, comme nous nous retrouvons dans une seule database, c'est que vous ne perdez pas d'informations, tout l'historique est gardé au sein du patient, et je parle de l'historique administratif comme de l'historique médical. Il n'y a pas de perte de conversion, de suivi, de mauvaise conversion d'informations. Il n'y a aucune perte puisque finalement la maison médicale 1 et le prestataire d'une autre maison médicale finalement vont travailler dans le même dossier mais à des moments différents. Donc c'est vraiment la facilité de travailler dans Topaz. C'est vraiment la plus-value, c'est un seul patient qui est mis à jour. Et là, c'est la même chose pour l'agenda, que je ne vais pas parcourir pour l'instant. C'est lorsque vous avez créé le patient ici à l'instant, il est tout de suite accessible dans l'agenda. Et il sera aussi possible de créer le patient à partir de l'agenda pour ne pas devoir passer par différents écrans. Et s'il est créé à partir de l'agenda avec le même niveau d'information, nom, prénom, date de naissance, il peut directement aller en consultation. Il ne faut pas faire une synchronisation, il est directement disponible pour rentrer en consultation ou pour recevoir un rendez-vous ou pour envoyer un document. Il est tout de suite accessible à tous les niveaux du logiciel puisqu'il n'est présent qu'une seule fois. Exporter les patients pour faire quelques statistiques, fusionner des patients en admettant que le patient ait été importé d'un autre logiciel et qu'on se rend compte qu'il existait déjà même finalement dans le nôtre, parce que le nom n'était pas écrit de la même manière, que le numéro national n'était pas présent dans l'import qu'on a reçu du logiciel externe. Il est possible de fusionner les données de 2 patients. Et ça ne va normalement arriver que dans le cas où le patient vient d'un autre logiciel que Topaz. Donc il est dans notre logiciel déjà présent et le numéro national n'est pas indiqué d'un côté ou de l'autre et le nom de famille et le nom de famille est inversé ou des choses comme ça ou un espace et donc le logiciel ne peut pas naturellement dire mais voilà ce patient là c'est le même, ok je vais fusionner l'information. Quand il y aura fusion de l'information c'est vraiment de dire voilà est-ce que je garde l'adresse de tel ou tel fichier. Est-ce que je garde le numéro de téléphone, je garde ceux qui sont dans les deux, dans l'actuel et dans le fichier nouvellement importé. Ça, c'est par rapport aux données administratives. Par contre, par rapport aux données médicales, on ne va pas faire de choix, on va tout prendre. Le patient est passé de telle date à telle date était dans l'autre logiciel, est arrivé chez nous, on l'avait déjà vu, on ne l'avait pas vu. Tout va s'imbriquer correctement pour que dans l'historique des services qui lui ont été proposés, tout se retrouve vraiment au bon endroit dans notre logiciel. Et au niveau médical, c'est une obligation légale de la labellisation, on ne peut rien perdre. Par contre, au niveau administratif, vous devez faire un choix de quelles données sont gardées par rapport à la donnée historique d'Orthopaz ou la nouvelle donnée
disponible dans le fichier qui vient d'être importé. Partager tous les patients, c'est une fonctionnalité similaire à partager des patients, mais c'est pour le faire en une seule fois. C'est dans des cas très spécifiques que le bouton est proposé pour ne pas perdre de temps de faire ça patient par patient, mais c'est le même principe c'est tous les patients et vers qui nous devons-nous les transférer. C'est pour une facilité d'utilisation et de transfert. Et c'est cliquer, c'est dire les patients que vous voulez choisir, et l'écran suivant, c'est vers quel prestataire vous voulez les transférer. C'est vraiment aussi facile que ça. Exporter vers Excel, c'est un similaire de exporter des patients. Et importer PMF, SMF, cette fonctionnalité-là est vraiment dédiée pour les médecins, puisque au niveau du suivi légal de ce genre de fichier, ce fichier ne peut passer que par la Yellsbox. Donc c'est la mailbox spécifique créée par l'État, par la coordination IELTS, qui a donné accès à une mailbox sécurisée aux médecins, et normalement l'envoi d'informations médicales ne se fait que via la Yellsbox. Donc c'est le médecin qui reçoit dans sa Yellsbox. La Yellsbox, juste pour info, se retrouve dans Messages, et ici c'est le premier onglet. Voilà. Si je reçois un PMF SMF dans cette liste-ci, je peux l'importer automatiquement, et ça crée automatiquement le patient. Admettons que je le reçoive sous un autre support, pas via Yellsbox, mais voilà, une clé USB, je le mets sur mon disque dur et je clique sur importer PMF SMF et je vais lui dire, ben voilà, où tu dois aller chercher le fichier. Si le fichier vient via la Yellsbox, voilà, il faut juste lui dire, voilà, tu l'importes, parce que ça peut être aussi une décision de votre part de dire oui ou non, je l'importe, oui ou non, donc ce n'est pas automatique. Et donc ici, après l'avoir placé sur votre disque dur ou l'avoir laissé sur la clé USB, vous pouvez choisir le fichier et ça ouvre le patient, ça le crée, ça le ouvre, et vous avez toute l'information médicale historiquement encodée par le prestataire d'une autre maison médicale qui travaille sur un autre logiciel que Topaz, directement dans votre logiciel à vous. Ah oui, je vois encore ici afficher les patients inactifs, en admettant que vous êtes sûr que le patient était patient chez vous, mais qu'il a été rendu inactif historiquement, ou ben voilà, vous ne le trouvez pas, en cliquant sur afficher les patients inactifs, et lorsque vous chercherez ici l'information, ben, il y aura plus de patients qui seront visuellement disponibles, étant donné qu'on affichera aussi les patients inactifs. Vous avez aussi accès dans l'application Topaz, vous avez accès à des tutoriels qui sont, ils sont créés au fur et à mesure. Chaque fois que nous rajoutons une nouvelle fonctionnalité, nous mettons à jour nos tutoriels, et vous avez vraiment séparé par type de tutoriel les différentes informations qui sont disponibles. Ils sont en cours de création, donc voilà, vous avez toutes les entrées, mais certains, l'entrée est créée, mais dedans se trouvent des informations assez succinctes, mais ils vont être construits au fur et à mesure. Ça fait partie de ma tâche de construire les tutoriels au fur et à mesure, que vous puissiez être autonome dans votre apprentissage de Topaz. Donc c'est vraiment urgence, c'est le support. Si vous avez du temps à consacrer, regardez les vidéos, et dans quelques temps, vous aurez les tutoriels pour vraiment être autonome dans votre apprentissage du logiciel. Derrière le bouton des trois petits points qui sont ici, vous avez la possibilité donc déjà de transférer les clés, connecter une tablette. Donc, chaque fois que vous changez la première fois que vous allez changer de poste, admettons que vous pas vous dire vous baladez, mais vous n'avez jamais un poste fixe dans la maison médicale, vous prenez le temps de transférer la clé d'un poste vers l'autre. Ce qui va se passer, c'est que le premier poste où vous allez ouvrir l'application va stocker en local et crypter toutes les informations qui sont au niveau du cloud. Ce qui vous permet, si vous êtes en hors connexion, de continuer à travailler avec toutes les données qui sont disponibles. Mais vous changez de poste. Parce que voilà, c'est la configuration, la manière de travailler dans votre maison médicale, vous n'avez pas un poste fixe. Prenez le temps aussi de transférer votre clé et d'ouvrir Topaz sur un autre poste afin que l'application ait aussi vos données en local sur l'autre poste. Et même chose pour une tablette. L'avantage est vraiment que lorsque si vous n'avez pas de connexion ou si vous ouvrez l'application Electron, vous n'avez pas de problème de lenteur, de serveur, de connexion. Si quelqu'un est occupé à
à télécharger un gros fichier, que la connexion est vraiment occupée par d'autres choses. Si vous êtes en version locale Electron, vous ne sentez pas cette latence, puisque finalement le logiciel va, au lieu de rechercher une grosse partie de l'information via la bande passante pour l'URL, ben, il est en local et il ne va transférer que les petites informations que vous avez mises à jour ou que vous demandez à l'instant T. Importer le trousseau e-health, cette information n'est que pour l'instant que pour les médecins, mais à terme les kinés et les infis auront aussi un trousseau e-health pour pouvoir avoir accès à cette mailbox que je citais proposée par e-health. Et donc c'est ici que le médecin va pouvoir intégrer son certificat e-health dans l'application. Inviter un collègue. Ici, c'est si je veux que la personne ait accès aussi à Topaz et à des informations de Topaz, ben je peux l'inviter en indiquant une des informations ici et surtout le numéro dynamique ou le numéro national. Le logiciel va pouvoir voir dans Topaz, on n'invite un collègue que dans Topaz, à voir les informations d'un autre patient. C'est cet écran-ci qui vous permet d'inviter un collègue à travailler avec Topaz et à utiliser les différentes données des patients. AccessLog, c'est quelque chose pour les informaticiens. Tutoriel, je l'ai déjà parcouru. Mon profil utilisateur, donc voilà. Ici, c'est le profil de l'utilisateur courant. Ici, je suis sur le profil de Sam. Je vous propose vraiment d'aller les voir une fois que vous ouvrez le logiciel pour être sûr que tout est correct et remplissez le plus possible d'informations. Pourquoi? Parce que ce sont ces informations-ci qui vont aussi vous aider vont aider le logiciel, plus le logiciel que vous, à avoir la bonne information sur les documents, tous les documents qui vont être imprimés, envoyés, transférés par le logiciel. Donc ici, le premier onglet, c'est l'onglet Accès, avec la possibilité de changer le mot de passe. Et vous avez ici l'icône du QR code qui vous permet d'utiliser la double authentification. Je vais ouvrir cette fenêtre-ci et vous avez en fait la possibilité d'utiliser cette variable-ci. Donc le QR code va vous proposer d'installer sur votre téléphone Apple ou Android, Apple ou iOS ou Android, va vous proposer d'installer l'application Google Authenticator. Cette application va savoir, puisqu'elle est dans votre profil, que c'est vous qui demandez à utiliser cette application. Et lorsque vous allez ouvrir une nouvelle connexion sur Topaz et que vous avez activé le module de deuxième authentification, vous ouvrez l'application Google Authenticator sur votre téléphone et vous avez un login qui est valable 10 secondes. Et vous le notez dans cette partie-ci et ensuite vous cliquez sur connexion. Ça vous permet, lorsque vous faites énormément de visites à l'extérieur de votre centre, de votre maison médicale, d'être sûr que personne ne puisse aller sur votre compte sans votre accord. Parce que il faut le mot de passe, le login et pendant 10 secondes ce petit code spécifique proposé par Google Authenticator. Sans cette combinaison des trois, l'ouverture de votre accès ne va pas se faire. Pour quelqu'un qui travaille toujours en poste fixe, toujours sur le même, il n'y a pas de plus-value à utiliser cette deuxième fonctionnalité. Mais par contre, quelqu'un qui fait beaucoup de visites à domicile, il l'est parfois, et c'est vraiment à vous à décider de je le fais ou je ne le fais pas. Il est parfois intéressant d'activer cette deuxième fonctionnalité. Vous avez ici la possibilité aussi de dire dans quelle maison médicale vous travaillez et de dire aussi dans quelle langue vous désirez voir l'application. Par rapport aux médecins, je fais l'écran dans le sens inverse, mais ce n'est pas grave. Par rapport aux médecins, vous avez ici le hub préféré. Donc, pour rappel, c'est là où les documents qui ont été produits par les hôpitaux, par les labos, lorsqu'ils sont scannés, lorsqu'ils sont numérisés, ils sont placés sur le hub, donc sur un coffre-fort central qui est à disposition des médecins si le patient a donné son consentement de numérisation et si le médecin a le lien thérapeutique avec le patient. Ce sont des choses qui sont expliquées lors de la formation médecin, mais vous pouvez ici dire quel est votre hub préféré. Le RSB pour Bruxelles, le RSE pour la Wallonie et Vitaling pour la Flandre. Il faut savoir que
ça c'est pour la consultation, vous allez être directement lié au RSV ou au RSW, mais grâce au MetaHub, vous allez toujours avoir accès à tous les documents, qu'ils aient été scannés à Ostende ou à Arlon ou à Bruxelles, voilà, vous avez toujours accès à tous les documents. Par contre, lorsque les médecins produisent un sommaire, donc une photo à un moment T de la situation médicale du patient, lorsqu'il produit un sommaire, c'est sur ce hub que va être placé, le hub sélectionné que va être placé ce sommaire. Il y a l'octroi de certaines primes pour la création des sommaires. Donc, vérifiez bien quel sommaire est lié chez vous, parce que ce serait trop bête de ne pas avoir droit à la prime, parce que, oui, le sommaire a été créé, oui, il est visible par les urgences et par les médecins de garde, mais comme il n'a pas été créé sur le bon hub par rapport à votre région à vous, vous perdez la prime qui est octroyée à la création des sommaires. Donc, vérifiez bien l'information qui est reliée ici par rapport au hub préféré. Ensuite, le deuxième onglet, mes coordonnées. Vous avez ici la possibilité d'encoder l'information par rapport à vos coordonnées et l'information aussi par rapport à les données qui doivent être indiquées sur vos prescriptions, vos états de prestation et des choses comme ça. Le numéro de BCE, le numéro dynamique, tout ça est ici répertorié dans mes coordonnées. Information bancaire, c'est l'information que vous pouvez mettre par rapport au paiement que la maison médicale peut faire, mais aussi que les externes pourraient faire chez vous. La gestion du DMG, qui est dans le quatrième onglet, est ici dans le quatrième onglet. Chaque mutuelle doit savoir sur quel compte elle doit vous rétribuer du paiement du IDMG. Donc le IDMG est automatisé dans l'application Topaz. Donc pour le forfait, il est inclus dans le forfait, mais par contre pour les maisons médicales à l'acte, le logiciel va automatiquement calculer les différentes périodes. Est-ce qu'il a déjà été facturé sur la période de référence? Est-ce que le DMG, puisqu'on a accès à Internet, a déjà été facturé chez un autre prestataire sur la période de référence? Donc toute cette configuration aussi, tous ces paramètres-là vont, lors de la création d'état de prestation, vous rajouter la ligne de la facturation du IDMG. Mais la mutuelle, et c'est ici que c'est géré, la mutuelle va va se permettre de faire la rétribution de ce IDMG sur ce compte-là. Voilà. Donc vous avez ici les mutualités de type 100, de type 200, de type 300, toutes celles-là doivent avoir séparément votre numéro de compte et vous avez la possibilité de dire voilà, je ne sais pas pourquoi, mais pour telle mutualité, ce sera sur ce compte-là et pour une autre, ce sera sur un autre compte. C'est vous qui décidez de comment vous voulez le gérer. Voilà, j'ai terminé aussi l'information par rapport aux 3 petits boutons avec les options et je vais encore juste partir sur déconnexion. Pour aussi revoir un petit peu avec vous le côté GDPR et sécurité de l'application. Donc c'est une application GDPR by design, donc nous faisons attention à ce que nous vous demandons comme information. Elle est sécurisée pour que personne à l'extérieur ne puisse avoir accès à l'information, mais vous aussi faites partie prenante de la sécurité de l'application. C'est si vous avez terminé de travailler, cliquez sur déconnexion pour dire voilà, j'ai réellement terminé. Si vous ne cliquez pas, vous avez ici, juste à côté de l'icône de Topaz, vous avez que la déconnexion sera automatique dans 59 minutes après le dernier ajout, le dernier clic dans l'application. Donc l'application va d'office se fermer pour ne pas permettre un encodage par une personne mal intentionnée. Mais nous vous convions à, si vous quittez votre poste, si vous n'êtes pas sûr que des personnes pourraient, par inadvertance, parce que c'est aussi, voilà, votre poste reste ouvert et quelqu'un d'autre vient sur votre poste et veut encoder quelque chose pour un patient, ça sera fait en votre nom. Le bouton déconnexion, c'est 1 seconde pour déconnecter et voilà, la personne doit ouvrir son propre compte sur le poste pour pouvoir encoder avec son nom l'information qui est pour elle pertinente. Parce que sinon, voilà, ça serait fait en votre nom puisque tout est logué. Et ici, vous le voyez ici au-dessus, voilà, c'est ouvert au nom de Sam Jockey, l'application. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine aux mêmes heures
pour le même genre d'explicatif, mais avec des ajouts de tout ce qui a été développé en supplémentaire dans le courant de la semaine prochaine, et aussi les correctifs qui auront été faits dans notre application. En tout cas, un grand merci de votre attention, et je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent week-end. Merci beaucoup. Au revoir.